Bonjour, je suis très contente vraiment d'être parmi vous. J'avais dit à Chantal que j'ai décidé de faire mon terrain ici, mais quand j'ai commencé, c'était durant la Covid, donc c'était vraiment très difficile de trouver de terrain. Donc je suis contente parce que je sais que vous venez de plusieurs disciplines. Vous êtes une équipe multidisciplinaire et les personnes en ligne. Comme Chantal a dit, je suis doctorante à la fin de... Je suis en rédaction de ma thèse. Et ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est un modèle que j'ai créé durant mon examen de synthèse pour m'aider à mieux voir la situation entre les parents immigrants, spécifiquement immigrants, et l'équipe multidisciplinaire dans les programmes de réadaptation, parce que c'est ça mon intérêt de recherche. J'ai commencé à m'intéresser aux questions de l'engagement parental depuis 2013. Et lorsque je suis arrivée au Québec, j'ai remarqué que quand je travaille avec les parents immigrants, il y a comme une couche supplémentaire de complexité. Et ça, parce que je raisonnais en même temps, j'étais moi-même personne immigrante, je raisonnais parfois avec les parents, d'autres fois avec les professionnels. Donc j'avais des questionnements et c'est à partir de cette comparaison, si je peux dire, entre ce que je faisais avant puis ce que je fais ici, entre cette rencontre avec les parents immigrants, être moi-même personne immigrante, a suscité toutes ces réflexions. Vous allez m'accompagner aujourd'hui à mieux comprendre, vous allez m'accompagner vous allez comprendre comment j'ai fait toute cette réflexion au fur et à mesure pour arriver à ce modèle. Donc, j'aimerais commencer avant... Je veux seulement remercier toutes les instances qui ont soutenu mon projet. Ensuite, okay. On va commencer avec une activité brise-glace. En même temps, je vous invite à être à sortir un peu de votre zone de confort. Si vous connaissez des gens moins des gens, donc vous pouvez changer de place pour rencontrer. Ok. Pour les personnes en ligne, on va vous diviser en groupes. L'idée, c'est de vous échanger un tout petit peu entre vous, de dessiner. Il y a ici des feuilles, mais vous pouvez utiliser le whiteboard ou autre. Dessiner une fleur où au centre, vous allez mettre tout ce qui est en commun entre vous. Dans les pétales, ce qui est unique à chacun de vous. Par exemple, je suis une femme, peut-être il y a d'autres personnes dans la salle ou en ligne qui s'identifient comme femmes, on peut mettre ça au centre. Unique, je suis immigrante, peut-être il n'y a personne qui est immigrant, donc je vais mettre ça sur les pétales. On va prendre 2-3 minutes pour rencontrer de nouvelles personnes. Si vous connaissez des gens moins, donc osez sortir un peu de votre zone de confort. Peut-être vous connaissez tous. Mais peut-être aussi vous pouvez discuter des nouvelles choses sur vous-même. Je vous donne quelques minutes. 2 personnes ou 3? 2-3 personnes, comme vous voulez. 2-3 personnes, c'est parfait. 2-3 minutes. Maybe we'll go together because I don't. We'll do it. Sure. You want to go with Nancy or yeah, Julia. Oh, yeah. I'll switch spots.
Alors, je sais pas c'est quoi votre rôle. Est-ce qu'on le fait qui sommes-nous? Juste entre nous ou? Oui. Alors, peut-être quelque chose qu'on a en commun, c'est de travailler avec les All right, so one thing about We're the same institution. On travaille tous pour les Suisses. I think we all identify as women. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Moi, je suis maman. no. J'ai des enfants. So these are all differences. Yeah, where do you put the differences? Oh, the petals Okay. are. Is Yeah, how oh, common yeah. is this? Yes. Peut-être des intérêts, Like a bigger flower. So common, you said. I guess in the petals, that nationality. Yeah. You're right. Okay. Like I'm Portuguese. You're talking about, Yeah. well, I'm really, in reality, I'm Quebecois too. So, but we're not all, so I guess. Doesn't like cheating. Yeah. Okay. Yeah. vient de tous les classes, mais on est tous nés ici. Okay, so yeah, well, I'm not. So. Okay, Yes. how detailed we need to Yeah. be. Tu sais, comme on peut discuter de nos intérêts, parce que je suis certaine qu'on va avoir des intérêts différents. Moi, j'adore la lecture. C'est comme des livres comme vraiment Religion? fruit. C'est comme rien de sérieux, léger. Tu sais, c'est un escape. Ça, c'est quelque chose que j'aime. So. Probably culture. Ils sont très gênants. Un peu plus fantastique. Est-ce que tu aimes le romantic? Ouais, c'est ça ce que moi j'aime beaucoup. C'est le romantic fantasy combined, tu sais. Ouais. Strong female characters. Yes. Ok, alors est-ce que c'est quelque chose qu'on a En commun, oui, Ok. la lecture. Partners or. Are you more urban or outdoorsy? And internet. Ça dépend de la saison. En été, outdoorsy. En hiver, urban, à l'intérieur, le plus que possible. No, Urban. yeah. Makes me expect, I guess. Oh, I mean, wow. C'est difficile, ça. Un enfant, j'ai deux garçons, un qui va être ici et l'autre. Moi, j'adore faire des sports. I know. J'aime la course, basket, soccer. Vous pouvez le mettre. West Island. J'aimerais aimer. So tired. I get it. There we go. I like to bake more than cooking. Probably, or education. Probably dessert. Ouais. I studied psychology. SEC, special care I did, I did SEC. We all did SEC compounds. Okay. C'est bon? Oui, je pense qu'on peut. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Comment vous avez trouvé l'exercice? Je pense qu'il faut juste leur donner un petit peu une petite chance de revenir. Ah oui. Ils sont en ligne. C'est difficile de... Ça m'a sorti, moi, de la mienne. Oui, Toi aussi? on revient en groupe. Pardon d'avoir interrompu dans votre discussion.
Ouais, tout le monde est de retour. Donc, Tu peux fermer le... Oui. donc comment vous avez trouvé l'exercice? S'il y a des personnes en ligne, si vous voulez participer, n'hésitez pas à essayer. C'est beaucoup plus facile de parler de les choses qu'on a en commun, mais des fois, c'est comme un peu inconfortable de nommer des choses parce qu'on ne sait pas si ça va être accepté par l'autre. Alors, c'est un peu plus gênant, cette partie-là. Merci d'avoir partagé cela. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je pense que c'est à peu près la même chose. C'était facile de trouver des choses qu'on avait en commun, un peu plus difficile de trouver des choses qu'on n'avait pas en commun. Mais tu sais, je pense que la réalité qu'on travaille tous pas mal dans le même milieu. Donc, on travaille tous pour le CIUS aussi. Donc, on a peut-être plus de choses en commun en ce sens-là. En fait, dans les autres ateliers que j'ai animés, il y a les gens qui me disent l'inverse. Okay. C'est plus facile de pointer les différences que de trouver les choses en commun. Pour nous, c'était comme ça, je trouve. Ah, ok. Ouais. Ok. Donc, l'idée de cet exercice, pourquoi vous pensez qu'on a fait cet exercice au tout début d'un atelier qui parle de partenariat avec les parents? Ouais, on pourrait être à l'affût qu'on a des choses en commun avec les parents partenaires et qu'on a des différences aussi. Donc, être à l'affût justement de ça, qu'il y a des différences, puis il faut les accepter, il faut tenter de les comprendre aussi. Exactement ça. Mais en plus, on parle toujours de partenariat et on s'oublie dans ce partenariat lorsqu'on est des professionnels. On est trop centré sur les parents, sur la famille, sur l'enfant. Et on oublie qu'on fait partie de cette dynamique. Donc, c'est vraiment très important de commencer par nous-mêmes, de considérer les facteurs qui nous influencent dans ce partenariat. Aussi de prendre en considération nos biais, nos préjugés, tous les filtres qu'on a, les filtres disciplinaires. Parfois, je regarde... Je suis TS, donc j'ai vraiment des lunettes d'une TS, peut-être d'autres personnes, ergothérapeutes, physiothérapeutes. Donc, tout ça, ça fait partie de qui on est. Quand on est en intervention, on ne peut pas séparer le personnel du professionnel. On parle d'être professionnel, mais c'est vraiment difficile de détacher la personne. On a plusieurs identités, donc c'est important de prendre en conscience tout ça. Et l'idée de cet exercice était vraiment c'était de créer une expérience de décentration pour explorer la notion de culture autrement, mais aussi pour réfléchir à l'intervention d'une façon un peu critique et sur notre rôle d'intervenant. Donc, pour penser la culture autrement, je vous invite à explorer avec moi comment moi j'ai commencé pourquoi j'utilise le mot transculturel dans ce modèle. Donc, quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment en pleine recherche pour mieux comprendre c'est quoi interculturel, c'est quoi multiculturel. Je cherchais le terme le plus qui me ressemble le plus. Puis j'ai compris que aussi au Canada, il y a toujours ces deux mots qu'on utilise. Multiculturel, c'est plutôt au niveau fédéral, on l'utilise, et le mot interculturel, on l'utilise au niveau québécois. Mais les deux ont des connotations politiques. Moi, je voulais vraiment comprendre ça socialement et non pas politiquement.
Et en faisant toutes mes recherches, j'ai compris. Je suis une personne je cherche à comprendre par des images. Donc, j'ai dessiné ce que j'ai compris, que le multiculturel, c'est lorsqu'il y a plusieurs communautés qui vivent dans un même espace, en paix, mais on ne s'approche pas l'un de l'autre, puis tout est bon. Le contexte interculturel, quand on parle d'interculturel, il y a un noyau québécois au centre, puis les autres communautés doivent essayer de s'intégrer. Personnellement, j'ai un problème avec deux termes, et c'est pour cela que j'ai choisi le terme transculturel, parce qu'on met les cultures dans des catégories fixes et précises, alors que pour moi, je pense que le terme transculturel, ça donne un peu plus de nuances, plus de vie. La culture, c'est quelque chose qui évolue, qui change avec le temps, avec chaque rencontre. Et pour moi, c'est tout être humain, on s'inter-influence, comme Bénécé dit, quand on vit en proximité. Donc, il n'y a pas une culture pure. Si je dis je viens de telle ou telle communauté, est-ce que vous allez savoir comment interagir avec moi? Non, parce que vous ne savez pas mon parcours, vous ne savez pas avec qui qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, quels sont oui, quel est mon parcours. Par exemple, moi, j'ai vécu dans plusieurs pays. Donc, de chaque pays, j'ai apporté quelque chose dans ma culture. Et donc, ça ne devient pas une culture cadrée, catégorisée. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? Donc, la réalité est plus complexe. Et dans le terme transculturel, on sort de cette opposition entre nous, eux. On vient avec l'idée de nous en construction. Donc, la culture, c'est quelque chose qui se construit. Maintenant, pour aller vers repenser l'intervention, en fait, lorsque j'ai commencé, comme j'ai dit, j'ai commencé avec l'idée de c'est quoi l'engagement parental? Parce que j'étais sur le terrain, je voulais, dans le temps, il y a à peu près 10 ans, je voulais améliorer l'engagement des parents dans l'intervention. Puis, avec la réflexion au doctorat, ça m'a beaucoup aidé de comprendre que il faut bien définir les mots qu'on utilise. Et l'engagement parental, oui, c'est important pour l'intervention, pour le développement de l'enfant, etc. Mais en même temps, je vois que les parents ont un rôle très complexe lorsqu'ils ont un enfant à besoin particulier. Ils ont des rôles, plusieurs rôles. Et donc, leur rôle n'est plus un rôle de parent comme d'habitude. Ils sont des défenseurs de droits. Parfois, ils doivent être les éducateurs spécialisés. Ils doivent mettre en pratique les interventions des orthophonistes, des ergothérapeutes, etc. Donc, ils ont beaucoup sur leurs épaules. Et j'ai souvent entendu en pratique, mais aussi dans la littérature, on parle toujours que maintenir l'engagement parental est difficile. Donc, parfois, on voit que à ce moment-là, les parents sont plus engagés que d'autres moments. Donc, il y a quelque chose à décortiquer. Et c'est à partir de ces réflexions que j'ai décidé de mieux comprendre c'est quoi l'engagement parental. Je me suis allée comme je dis, à la conquête de l'engagement parental pour mieux comprendre c'est quoi l'engagement parental. Comme j'ai dit au tout début, c'était vraiment dans une visée d'améliorer l'engagement parental. Donc, j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet de plusieurs disciplines. Éducation, réadaptation, early intervention, protection de la jeunesse. Donc, j'ai lu des modèles, j'ai essayé de compiler plusieurs modèles pour comprendre comment on explique l'engagement parental, l'implication parentale, et on utilise différents mots. Donc, c'est ça. Ce que j'ai fait, j'ai lu beaucoup. Et en même temps, j'avais toute cette réflexion critique sur
sur ce terme, avec le temps, bien sûr. Et c'est pour cela que je suis arrivée à un constat qu'il faut remplacer le mot ou le concept d'engagement parental, d'implication parentale par le partenariat, parce qu'en fait, on parle de plusieurs partenaires dans cette dynamique d'intervention, mais on met tout le poids sur le parent ou bien la famille, parce qu'on parle d'engagement parental. On s'oublie comme professionnel. On oublie qu'on a un rôle dans ça. Et ça devient comme si le parent, on est là pour observer les parents, observer leur comportement et leur engagement dans l'intervention. Donc, pour moi, le concept d'engagement parental met l'accent sur un seul partenaire, alors qu'il y a plusieurs. On oublie parfois l'enfant ou la personne en situation de handicap. Et c'est une vision biaisée de ce que la relation parent-professionnel devrait représenter. Et c'est vraiment la dynamique est plus complexe que ça. Ça peut entraver en fait le développement d'un partenariat authentique. Et à partir de cette réflexion, je suis arrivée à ce modèle de partenariat. Comme j'ai dit, je suis très visuelle, donc j'ai dessiné les partenaires et puis j'ai essayé de comprendre quels sont les facteurs qui influencent l'intervention, le partenariat pour moi. Et j'ai découvert que il y a des choses qui m'appartiennent comme professionnelle aussi, qui peuvent influencer ce partenariat. Il y a des facteurs qui appartiennent à l'enfant, comme vous voyez ici. Donc, ici, c'est le modèle simplifié, si je peux dire, parce qu'on a un seul professionnel dans ce modèle. Est-ce que vous pouvez retourner à le page avant et peut-être expliquer un peu plus le numéro 1 pour moi? Parce que je ne comprends pas. OK. Quand on dit engagement parental, c'est comme si on focus seulement sur le parent. Mais en fait, en intervention, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Comme dans la famille, vous allez dire? Pas seulement dans la famille, c'est sûr, parfois il y a plusieurs personnes, mais aussi en intervention. Donc, dans l'intervention, on vient comme professionnel, mais on est impliqué. Donc, si je parle d'engagement parental, comme si je minimise ou j'élimine ou j'invisibilise l'implication des professionnels d'une façon. Et je mets le focus sur le parent, la famille seulement. Le parent surtout, parce qu'en fait, comme tu disais, il y a plusieurs personnes et c'est là où Donc ici, c'est un modèle simple où il y a un seul professionnel et un seul parent, mais comme je l'ai mentionné, peut-être il y a plusieurs personnes de la famille qui peuvent rentrer dans ce partenariat, plusieurs professionnels qui peuvent rentrer dans ce modèle. L'important, c'est de retenir qu'il y a des facteurs qui appartiennent à la personne, qui sont internes. Il y a des facteurs qui sont interactionnels et il y a des facteurs externes. Puis à main levée, avant de passer sur quels sont peut-être les facteurs externes, internes, est-ce que vous pouvez me dire pour vous, par exemple, quels sont les facteurs internes ou professionnels qui peuvent jouer un rôle dans cette dynamique? Le biais. Oui. Biais, biases. Ça peut être aussi notre bien-être. Parfois, on n'est pas disponible. Il y a des choses dans notre vie personnelle qui se passent, qui peuvent influencer notre intervention. Et c'est la même chose pour les parents et pour l'enfant. On a tendance vraiment à oublier l'enfant. Donc, même s'il n'a pas un mot à dire souvent dans l'intervention, il faut penser à son présence dans cette dynamique. Donc, pour nommer quelques-uns des facteurs internes, cela peut impliquer tout ce qui est affectif, cognitif. On voit souvent les comportements, mais il y a vraiment beaucoup de choses invisibles. L'éducation des parents, les valeurs, etc.
ces facteurs englobent aussi tout ce qui touche l'identité, la motivation, l'expérience vécue, mais aussi l'expérience professionnelle. Parfois, ça peut aider. Il y a des parents qui sont des professionnels de la santé, peut-être ils sont plus habiles à intervenir, à collaborer avec une équipe multidisciplinaire. Les facteurs interactionnels, ça peut être tout ce qui rentre dans la dynamique entre les partenaires, donc communication, qui peuvent comme positivement ou négativement influencer la relation. Les facteurs externes, pour moi, ce que j'ai fait pour mieux comprendre les facteurs externes, parce qu'on a tendance à rester dans le micro, dans la clinique, et on oublie que on vit dans un environnement, dans un écosystème. Puis dans cet écosystème, tout ce qui est au niveau macro peut influencer cette interaction qui se fait au niveau micro. Donc, je me suis inspirée du modèle bioécologique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et j'ai mis ce modèle de partenariat dans le modèle bioécologique pour m'aider à mieux visionner les facteurs externes. Et donc, je pense que, par exemple, les politiques d'immigration, ça peut affecter tout ce qui se passe maintenant en Santé Québec, ça peut affecter les professionnels et les parents, l'accès aux services, comment naviguer les services. Donc, pensez un peu plus loin. Et il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est en lien avec le changement, avec le temps, avec l'histoire. On accompagne un enfant qui est en développement, donc les besoins changent, les besoins de l'enfant, mais aussi les besoins des familles changent. Donc, tout ça, ça rentre dans l'écosystème et les facteurs qui peuvent affecter cette dynamique de collaboration. Des réactions, questions? La seule chose qui continue dans ma tête, c'est juste que la réalité de chacune des familles, c'est différent. Alors, on doit aussi regarder ça, que le partenariat qu'on va avoir avec une famille, on ne peut pas dire que ça va toujours être comme ça avec toutes les familles. Tout le monde a des différentes valeurs, des différentes situations. Alors, on doit aussi on doit comprendre leur réalité aussi et pas exiger trop parce qu'ils peut-être sont trop épuisés. Exactement. Chacun a il y a des réalités différentes. Les parcours migratoires sont différents. Parfois, on pense que toutes les personnes immigrantes viennent, par exemple, à travers des programmes, donc des programmes, comment on dit, j'ai oublié le mot. Mais donc, les parcours migratoires sont différents, c'est ça l'idée. Les personnes qui viennent, par exemple, comme des réfugiés, ne sont pas comme les personnes skilled workers, qui sont arrivées facilement sans avoir vécu, sans être dans la guerre, par exemple, dans des situations de conflit, etc. Juste pour vous donner une idée cet article, il parle de la typologie de soutien que les parents d'enfants en situation de handicap ont besoin. Et vous voyez, c'est une liste énorme. Un soutien informationnel, un soutien juridique, financier, éducatif, psychosocial, accompagnement et aide à la décision. Et ici, on parle des personnes, des parents d'enfants en situation de handicap. Les parents ne sont pas immigrants. Donc, imaginez si on ajoute à ça la liste des défis rencontrés par les parents immigrants. C'est un autre article qui parle seulement de la parentalité en contexte d'immigration et qui nous donne une idée sur les méconnaissances du système éducatif, du système de la santé, la difficulté d'insertion en emploi qui peuvent influencer cette dynamique de partenariat, le racisme, le choc culturel, difficultés linguistiques. Donc, tout ça s'ajoute. Pour vous donner une idée de qu'est-ce qui peut influencer ce partenariat lorsqu'on est en contexte de migration. D'un autre côté, je ne vais pas oublier les professionnels parce que les professionnels, eux aussi, nous aussi, je me considère comme professionnelle,
Il y a beaucoup de défis qu'on rencontre dans notre vie individuelle, dans notre organisation, et même il y a des dimensions conjoncturelles. Ça veut dire tout ce qui se passe dans la société en général. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais n'oubliez pas que tout ça peut affecter votre bien-être, votre vie personnelle, mais aussi votre vie professionnelle, l'organisation des services, l'intervention, etc. Réaction, question. Donc, pour vous donner la définition, c'est quoi le partenariat enfant-parent-professionnel? C'est un processus dynamique et complexe qui inclut 3 acteurs principaux, parents, enfants et professionnels de l'intervention précoce, mais aussi d'autres membres du réseau de soutien formel, par exemple la garderie, ou informel, les grands-parents, la fratrie, les voisins qui peuvent rentrer dans cette dynamique. Le partenariat fait référence à un processus adaptable qui évolue en harmonie avec les besoins changeants de l'enfant. Il s'inscrit dans le modèle bioécologique de l'enfant en développement et est façonné par les influences réciproques entre l'enfant, les parents et les professionnels, ainsi que par les procédures organisationnelles, la conception des programmes, les valeurs culturelles, les politiques et les structures. Le partenariat enfant-parent-professionnel peut prendre différentes formes. Et pourquoi j'ai surligné que le partenariat peut prendre différentes formes? Parce que je dis toujours, quand je pense à un partenariat, je pense à un partenariat dans plusieurs contextes. Un partenariat dans une entreprise, un partenariat en couple, un partenariat en intervention, pour moi, ça peut prendre différentes formes. Et dans les entreprises, par exemple, le partenariat n'est pas toujours 50-50. Donc, parfois, c'est 40%, 60%, d'autres fois, c'est 30%. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, je suis disponible plus que mon partenaire. Donc, je vais donner plus à l'entreprise ou bien dans ma vie de couple parce que j'ai de la disponibilité, j'ai de l'énergie. D'autres fois, c'est vice-versa. Donc, il faut toujours négocier, communiquer où on est rendu, même avec les parents. Puis, elle peut aller de la consultation jusqu'au partenariat, qui est vraiment l'objectif ultime, conduisant à un sentiment d'appropriation et d'engagement de la part de tous les parties prenantes. Les principes qui guident le modèle de partenariat sont la gouvernance démocratique et les relations équitables entre toutes les parties prenantes. Et ici, j'ai présenté le modèle qui va nous donner comme professionnels et comme chercheurs les lunettes pour regarder une situation précise, pour mieux comprendre les facteurs qui influencent cette dynamique. Mais je n'ai pas présenté comment on peut le faire. Donc, je n'ai pas présenté l'approche qui va avec ce modèle. Et peut-être ça sera une deuxième rencontre de midi-conférence parce que je présente ce modèle avec l'approche anti-oppressive pour le mettre en pratique. Comment on peut mettre ce modèle en pratique? C'est vraiment de le jumeler avec l'approche anti-oppressive en intervention. Et pour conclure, est-ce qu'il nous reste? Ah oui, c'est bon. Je suis allée un peu plus vite. Donc, pour bien accompagner les parents, il faut reconnaître, oui, ce qui est unique, mais aussi ce qui nous rassemble. C'est très important de prendre le temps de comprendre les différences, mais aussi de considérer tous les éléments qui peuvent influencer leur vie et leur intégration. Ça peut être les liens transnationaux, ça veut dire la famille ailleurs, parfois les amis, le réseau de soutien qui n'est pas proche d'eux, les besoins de base, la compréhension des systèmes, comme on a dit, les barrières de langue, la discrimination. Et encore une fois, pour bien accompagner les parents, il faut comprendre ce qui influence leur vie, mais ce qui nous influence à nous, parce qu'on fait partie intégrante de cette dynamique. Cela demande de prendre du recul et de réfléchir à ce qui se passe dans notre vie quotidienne, notre milieu de travail, mais aussi dans la société. Tout ce discours, par exemple, de nos jours qui se passe dans la société sur l'immigration, ça influence notre point de vue.
Il est aussi important de penser à nos préjugés, nos biais. Et c'est là que l'approche anti-oppressive, ça peut apporter un peu les outils, comment on peut l'appliquer en pratique pour mieux accompagner les gens dans un contexte transculturel. Voilà, merci beaucoup. Restez à l'affût parce que l'article a été accepté. Donc, ça, c'est le lien vers le résumé qui est déjà, comment on dit, publié, mais l'article va venir dans quelques jours, qui explique clairement le modèle et c'est en anglais. Et, le modèle avec l'approche anti-oppressive et l'approche transculturelle. Puis ça, c'est un QR code. Si vous pouvez me donner votre appréciation de cette présentation. C'est anonyme. Je pourrais mettre le lien sur la page web de l'événement avec l'article, ça peut être intéressant. Ouais. Est-ce que tu permettrais le partage? Je vais peut-être inviter nos collègues qui sont en ligne, si vous avez des questions. Peut-être ce serait le moment de lever la main ou de le mettre dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Merci beaucoup. On n'a pas de questions. Merci pour la présentation. Merci, oui, j'ai Myriam Richard. Oh, Myriam! Bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Bernard pour la présentation. C'est vraiment intéressant de voir comment toutes tes idées cheminent et se raffinent avec le temps. Donc, moi, ma question, c'est en fait, tu sais, tu parlais tu sais, t'as nommé Santé Québec, l'influence du contexte et tout ça. Puis je me demandais par rapport à justement quand tu as créé ce modèle-là, puis là, comment il évolue, toi, comme